Bonsoir, ravi de vous retrouver au Café Picouli pour ce dernier rendez-vous de l'année. Et oui, déjà, mais voyons tout de suite le sommaire. À la question d'échecs et maths, ce soir sera comment faire aimer la littérature. Pour y répondre, Charles Danzig et son déjà fameux dictionnaire égoïste de la littérature. Face à lui, Jean-Joseph Julot pour la littérature française pour les nuls. Didier Van Colvelaert nous donnera son cours de littérature à propos de Marcel Aimé. Notre inattendu sera Nan Aurousseau pour son roman Bleu de chauffe. Bernard Werber, dans Ping Pong, répondra à une critique assez salée à propos de son dernier roman Le souffle des dieux de Hubert Artus dans L'écho des savanes. Patrick Pelouse, le médecin urgentiste, nous donnera sa lecture de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. L'auteur américain, le grand auteur américain Bret Easton Ellis nous livrera son journal intime. Enfin, je donnerai un petit coup de pouce à des ouvrages que j'ai particulièrement aimés dernièrement. Ce soir, ce sera une sorte de trio amoureux. Il y aura Léonora, Delphine et Robert. Maintenant que vous connaissez le sommaire, entrons tout de suite à l'intérieur pour notre première rencontre. Notre séquence échecs et maths, alors notre question ce soir, comment faire aimer la littérature? Messieurs, vous êtes là pour ça, vous êtes là pour nous faire aimer la littérature. Alors d'un côté, Charles Danzig, 43 ans, poète, écrivain, éditeur, notamment responsable des cahiers rouges chez Grasset. Et vous publiez ce dictionnaire égoïste de la littérature française, qui est un des succès de la rentrée, hein, on peut le dire. Hein. 1000 pages de parti pris égoïste. Vous dites ce que vous pensez, comme vous le souhaitez, et je crois qu'on vous a trouvé très culotté dans la presse. En face de vous, Jean-Joseph Julot, 54 ans, vous avez été enseignant jusqu'en 2004. Jusqu'à l'année dernière, oui. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais au collège de Guéméné-Penfao, est-ce que ça se prononce comme ça? C'est drôle, c'est une espèce de culbute de syllabes avec des voyelles, et ça amuse toujours. Voilà, alors c'est en Loire-Atlantique. Moi, ça amuse pas. Et vous êtes avant auteur dans la même collection de l'histoire de France pour les nuls, qui s'est vendu à 300 000 exemplaires. C'est oui. Donc un énorme succès. Et ce soir, vous êtes là pour la littérature française pour les nuls, paru chez First Edition. Donc vous connaissez le principe de l'émission. Vous êtes devant une pendulette qui va vous permettre d'interrompre votre interlocuteur. Vous parlez, vous répondez aux questions. Et cette pendulette va vous arbitrer, normalement chronométrer votre temps de façon à ce qu'on soit équitable. Alors, la première question que je vais me permettre de vous poser, est-ce que vous ne croyez pas s'il y a abondance d'ouvrages sur la littérature, et je vais vous poser la question à vous, est-ce que c'est pas parce que justement la littérature est malade et qu'on fait des livres parce qu'on ne lit plus? Si, la lecture effectivement est un loisir qu'on pratique de moins en moins parce que peut-être on n'a pas su inciter à la pratiquer, que d'autres activités ont pris la place de la lecture. Il y a par exemple toutes les activités liées à l'ordinateur, etc., ouais, qui se sont implantées. Il ne faut pas oublier que quand on parle de littérature, on parle d'une frange de la population qui est quand même très réduite. Il y a 12% de gens qui achètent des livres, et il y en a 7% qui les lisent, et il y en a 5% qui achètent des livres peut-être pour les mettre de côté. Vous êtes d'accord avec Jean-Joseph Julot? C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec un terme, c'est que de dire que la lecture est un loisir, c'est quelque chose de plus important et de plus grave. Bon alors concrètement, voilà ce que ça s'appelle se parler librement. C'est Proust, auteur austro-hongrois, écrivain français. Jules Romain, c'est la Sophresse. Ce genre-là, c'est-à-dire la Sophresse, ça veut dire qu'il met des pourcentages de personnages. Mais oui, absolument. Saint-Simon, c'est l'auteur le plus comique. Stendhal, il est partial, de mauvaise foi, et souvent il fait le malin. Et ainsi de suite. Joyce, vous avez dit Yourcenar, c'est un vieux labrador enveloppé dans un torchon. Oui, moi j'aime bien Yourcenar. Moi j'aime bien les labradors, et je préfère les labradors à Yourcenar. Non, Yourcenar c'est mieux qu'un labrador quand même. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu jaloux de cette liberté de ton qu'il peut prendre puisqu'il s'occupe des morts?
anecdote, j'aurais bien aimé faire un livre de ce genre-là, mais ça n'était pas mon cahier des charges. J'ai écrit pour une collection. Est-ce qu'il y aura un Julot des morts? Bon, un Julot des morts peut-être, ça me divertirait beaucoup. Voilà. Et quand on a cette liberté totale, eh bien c'est certainement un extrême plaisir, quoique j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire la littérature pour les et on en prend à le lire. Parce que j'ai ajouté mon propre cahier des charges. J'ai voulu que dans chaque paragraphe, il y ait un sourire, une émotion, puis une information aussi. Des anecdotes, parce que vous utilisez tous les deux les anecdotes, je crois. Mais parce que les anecdotes, c'est important, ça rend la littérature humaine. Vous comprenez, quand on apprend que Racine avait sous l'œil une cicatrice, parce qu'à l'âge de 8 ans, il s'était battu avec ses condisciples au collège de Beauvais, ça, évidemment, ça n'apporte rien à la compréhension littéraire de Racine, mais ça montre que c'était un homme vivant et que c'était pas une statue à vénérer, c'est un être humain. Et que Corneille, lui, dans le plancher de son appartement rue de Cléry, avait taillé une trappe qu'il soulevait pour s'adresser à son frère qui était au rez-de-chaussée et pour lui demander une rime quand il n'en trouvait pas. Moi, je trouve ce genre de détails, vous avez raison, on utilise un petit peu le même procédé. C'est délicieux quand même de lire ces petites choses-là. Jean-Joseph Zulot, est-ce que vous ne pensez pas que le livre de Charles Dantzig aussi s'adresse aux écrivains? Je trouve qu'il y a une partie importante sur le style et l'analyse. Moi, j'aime bien votre livre parce que j'y prends du plaisir depuis que je l'ai acheté, n'est-ce pas? Et je trouve que, en fait, on sert la même cause. Moi, j'attends les lecteurs à l'entrée de la littérature et vous les attendez à la sortie. En fait, ils sont coincés. J'ai grand plaisir à entendre des gens simples qui disent « J'ai lu le dernier Marc Lévy, il m'a plu davantage ou moins que le précédent », mais en fait, ce sont des gens qui ne liraient rien d'autre. Et oui, vous voyez, vous dites des gens simples et vous dites des gens qui ne lisaient rien d'autre. Pourquoi vous partez de ce préjugé? Les gens peuvent très bien lire Proust, ça n'est pas compliqué. Ça n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué... Pour vous, ce n'est pas compliqué, non. Proust. Ce qui est compliqué, c'est ce qui est mal écrit. On a du mal à lire un livre qui est mal écrit. Proust, ça n'est pas mal écrit. C'est passionnant. Il n'y a aucune raison de dire que des gens simples ne pourraient pas lire ça. C'est pas vrai. Mais je n'ai pas dit simple avec condescendance et mépris. Non, c'est pas ça. C'est parce que je voulais dire qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais lu, parce qu'ils n'ont pas forcément eu un cursus scolaire qui les a conduits vers la lecture, et que peut-être sur le tard, ils s'y sont mis grâce à des écrivains, qui ont écrit simplement. De cursus pour lire. Il y a des tas de gens qui lisent et qui n'ont pas besoin de ça. Vous et moi, vous devez recevoir des lettres de lecteurs qui n'ont pas de diplôme. Oui, la génération spontanée du lecteur. Vous ne respectez pas les Lumières tous les deux là. Vous êtes en tout cas des élèves indisciplinés. Jean-Joseph Julot, c'est vous qui avez la lumière, c'est vous qui avez la parole. Alors, qu'est-ce que je vais dire là? Je la reprends. Non, mais je suis vraiment persuadé de ça. Il n'y a aucune raison de penser que certains auteurs sont compliqués et accessibles à un certain type de gens. Les gens que vous appelez simples sont tout à fait capables de lire Racine, Proust et des choses comme ça. Seulement, ils ont faut-il les y conduire? Mais non, parce qu'ils ont une idée intimidée des choses. On leur dit Proust et c'est un mot qui cliquette comme ça, qui les intimide parce qu'ils se disent c'est compliqué, c'est pas pour moi. Ça n'est pas vrai. La littérature est une chose très simple. N'importe qui peut prendre Proust. Évidemment, il faut prendre un peu de temps pour le lire parce que ça fait 3000 pages, mais ça n'est pas compliqué. C'est à la portée de tout le monde. C'est de l'idéalisme, ça. C'est de l'idéalisme. Il faut quand même une initiation, il faut quand même une motivation. Il faut qu'il y ait un peu une connaissance des auteurs pour qu'on puisse aller vers eux. Vous n'allez pas quand même imaginer quelqu'un qui se ruerait dans une librairie et qui achète Comment vous avez fait, comment j'ai fait? Moi, quand j'étais petit, je volais des livres dans la bibliothèque de mon père. Vous êtes une exception, c'est pour ça. Pas du tout. J'ai le droit de dire que j'ai lu Proust pour une très très mauvaise raison, qui était qu'au lieu d'acheter une maquette d'avion, un jour j'ai acheté Proust parce qu'il y avait une petite fille qui achetait Proust et je trouvais ça anormal qu'elle le lise et j'ai lu tout Proust. Eh ben, c'est une très bonne raison. Mais je vous donne cette mauvaise raison de lire Proust. Non, mais c'est une très bonne raison. Et ça montre encore, c'est un cas qui montre qu'il n'y a pas de prédéterminisme sur les lectures. Je l'espère. Bon, alors moi je vais maintenant vous donner un sujet. Les femmes. Je trouve, Charles Dantzig, que les auteurs femmes sont très maltraités dans votre livre. Est-ce que vous avez conscience de ça? Non, pas du tout. C'est une chose qu'on m'a reprochée à cause de Colette en particulier, mais ça n'est pas vrai si vous prenez ce que je dis de Madame de Staël, dont je dis que c'est un des meilleurs écrivains de la littérature française, ce que je dis de Louise Labbé, ce que je dis de beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, la plus grande preuve que je ne suis pas misogyne, comme un critique l'a dit, c'est que j'ai été sélectionné dans le prix Féminin. Ça me paraît la meilleure des preuves. Yourcenar. Oui, mais on a le droit de ne pas aimer Yourcenar. Bien sûr. Et pardonnez-moi. Et d'ailleurs, quand je dis du mal de Yourcenar et de Colette, Colette est une femme qui a laissé mourir sa mère, qui était quand même d'une férocité sans nom. Vous êtes dans la morale? Oui, vous êtes dans la morale, mais là. on me reproche une chose morale, donc je réponds. Et Yourcenar, qui n'était pas d'une gentillesse sans nom non plus, qui elle-même, la façon dont elle traite ses personnages dans ses livres est très méprisante. Madame de Lafayette, on croyait qu'elle avait écrit un chef-d'œuvre. Oui, mais Madame de Lafayette, c'est un peu comme ça de la broderie de dames qui s'occupe le dimanche. C'est ce que vous dites, voilà. Oui, mais je dis aussi des choses affreuses sur des hommes. Jean-Joseph Julot, vous ne dites rien, alors face à des... J'écoute, je vous écoute, et puis je ne sais pas quoi dire.
Parce que vous étiez bien parti là. Pour vous, Yourcenar. Pour moi, Yourcenar, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, dont j'admire le style, et je ne comprends pas très bien qu'on lui en veuille d'avoir à ce point réussi à manier la langue française en lui donnant une espèce de noblesse dans le style et de côté esthétiquement parfait. Voilà. Non, c'est pas parfait, c'est un peu scolaire, Yourcenar. Ses romans sont pas très bons. Ce qui est très bien dans Yourcenar, ce sont ses mémoires. Les mémoires de Yourcenar sont très bons. Les romans sont un peu appliqués quand même. Ce sont des romans historiques un peu appliqués. Non, je trouve que ce côté peut-être péremptoire. Hein. Mais il est péremptoire. Oui, c'est ça. Alors, ça manque un peu de souplesse, tout ça. Mais Jean-Joseph Junot, est-ce que puisque je dis que les mémoires sont des bons livres, c'est au contraire nuancé. On n'est pas obligé de prendre en bloc un écrivain. Voilà, mais Jean-Joseph Junot, est-ce que vous, par contre, on a l'impression que vous aimez tout le monde? Est-ce que c'est pas louche d'aimer tout le monde? J'ai envie de faire aimer tout le monde. Oui. Et je sais très bien qu'au-delà d'une vision un petit peu idéalisée que vous avez du contact entre les lecteurs et la littérature, ça c'est une espèce de théorie. Mais il y a la pratique et puis il y a le terrain. Et là, ça se passe pas tout à fait comme ça. Bah, la pratique, je l'ai, les gens achètent le livre. Donc vous savez, ça sert aussi une pratique. Vous êtes deux succès, deux énormes succès. Au-delà d'une observation marchande, il faut quand même aussi il faut quand même aussi voir la réalité sur le long terme. Le long terme, on sera mort et vous et moi. C'est ça la question. Le long terme de notre vie. Hein, il faut quand même. Moi, je veux apporter quelque chose aux lecteurs. Je veux leur faciliter la tâche. Et puis, je pense. On peut aussi. C'est précisément le fait qu'on exprime des avis et qui ne sont pas universellement bons et sucrés que les gens comprennent qu'il y a un goût et chacun peut avoir les siens. Je fais confiance à l'intelligence du lecteur. Je n'ai pas besoin de lui dire ce qu'il doit penser d'une œuvre. Il est capable de le faire, il est assez grand. Je ne juge pas. Et ils vont connaître l'auteur, ils vont aller vers les livres et ils se feront leur opinion tout seuls. Je voudrais, sur un plan positif, que vous disiez chacun, l'un après l'autre, Jean-Joseph, si vous voulez commencer, quel serait le livre que vous conseilleriez à quelqu'un qui se serait peut-être un peu éloigné de la littérature et que vous aimeriez bien ramener à la littérature? Admettons, tiens, je vais dire Fred Vargas. Par vite et revient tard, c'est un excellent livre, ça c'était épatant. Moi j'ai passé quelques heures de bonheur à lire un maître du roman noir, un roman policier français. Et c'est une excellente. Chez Viviane Ami. Oui, chez Viviane Ami. C'est un excellent petit tour dans la littérature parce qu'elle écrit très très bien. Et puis se remettre, c'est quelqu'un qui aurait, vous dites peut-être besoin de se remettre en jambe avec la littérature. Oui, je pense que c'est une très bonne médiation. Voilà. Jean. Eh bien, moi, je dirais à un écrivain et un roman que je pense vous aimez beaucoup, Daniel, qui est le Fermina Marquez de Valérie Larbaud, qui est un grand écrivain, et ça montre qu'un grand écrivain peut écrire des grands romans qui ne sont pas plus compliqués à lire qu'un roman supposé simple. C'est l'histoire très très brève, en 150 pages, d'un groupe de collégiens avant la guerre de 14, dans un petit collège aux environs de Paris, qui sont émerveillés par l'arrivée de jeunes filles sud-américaines dans leur collège. Et c'est un bijou, un chef-d'œuvre de style et une histoire merveilleuse. Voilà, Valérie Larbaud, Fermina Marquez. Voilà. Écoutez, messieurs, je vous remercie. En tout cas, ce que je peux dire à tout un chacun, c'est qu'au terme de ce débat, j'espère qu'on vous aura donné envie, en tout cas, de lire la littérature française pour les nuls de Jean-Joseph Junot et Charles Dantzig, dictionnaire égoïste de la littérature. Quand je qu'on avait affaire à deux amoureux fous de la littérature, vous avez confronté vos points de vue. Mais on s'aime bien. En tout cas, je vous remercie, messieurs. Merci, et comme on fait à terme de ces débats, je vous demanderai de vous serrer la main, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci à vous, en tout cas. Louis-Ferdinand Céline était médecin. Son roman « Voyage au bout de la nuit », paru en 1932, est considéré comme un des chefs-d'œuvre de la littérature française. Une vision désabusée et plutôt désespérée sur l'humanité après les boucheries de la guerre de 14-18. Patrick Pelloux est médecin. Il est médecin urgentiste et rappelez-vous, c'est lui en août 2003 qui alerte la France sur les dangers de la canicule. Cette canicule qui fera près de 15 000 morts, des personnes âgées pour la plupart. Patrick Pelloux continue son travail de mise en garde contre les risques sanitaires. Il a publié Urgentiste chez Fayard. Aujourd'hui, il nous livre sa lecture du roman de Céline, Voyage au bout de la nuit. Louis-Ferdinand Céline, Patrick Pelloux, deux médecins, deux regards sur une humanité souffrante qui ne sont pas si différentes qu'on pourrait l'imaginer. Mais surtout, écoutez bien, vous allez entendre la voix étrange de Louis-Ferdinand Céline.
J'aurais pu faire mon Céline avec la canicule, en faire Voyage au bout du soleil. Non. Je te trouverai charogne un vilain soir. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Ça sera pas facile. Voyage au bout de la nuit, ça reste un témoignage quasiment historique avec le temps. Et ce bouquin qui est écrit juste avant la Seconde Guerre, finalement, entre les deux guerres, ils sortent d'une guerre où il y a eu un nombre de morts incroyable et tout, ils vont rentrer dans une autre, ils ne le savent pas, et ils sont avec le même état de misère, et lui, il fait ce qu'il peut, et il fait tellement ce qu'il peut que d'un coup, il renonce. Ce qui n'a pas changé, c'est l'homme, c'est-à-dire la condition humaine. Céline, sur ce qu'il écrit, on s'aperçoit qu'il y a certains textes qui pourraient être vraiment calqués sur les personnes âgées à l'heure actuelle. Avec une déchéance totale, avec des mouroirs. Passer dans des maisons de retraite, des fois il y a un aquarium, on ne sait pas si c'est les poissons qui regardent les personnes âgées ou les personnes âgées qui regardent les poissons. Faut-il dire à ses potes que l'un fait au diable ta sorte cardo, peu m'importe, au malfraté crosse que le vent emporte, feuille morte, souci. Alors maintenant, la vision de l'hôpital. Ça, c'est très intéressant comment Céline le décrit parce que, à l'époque, l'hôpital, c'était vraiment Enfin, c'était là l'endroit où on mettait les pauvres, c'était là où on mettait toute la misère. L'hôpital Laennec avait été construit pour mettre les malades qui étaient issus de la tuberculose. On n'y faisait rien, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien. Donc c'était vraiment des mouroirs en quelque sorte. Et c'était la honte d'aller à l'hôpital. Ça existe encore, ça. Ça existe encore. Et les structures d'accueil, notamment du SAMU social, beaucoup ne veulent pas y aller. L'année dernière, en période de grand froid, vous aviez jusqu'à 4000 places de libres, mais ils ne veulent pas y aller. Parce qu'ils se disent, je ne veux pas aller dans les centres d'hébergement parce que c'est un groupement de pauvres. Je ne suis pas pauvre. C'est pas des nouvelles que t'en crois, que t'es pourri. Ce que dit Céline, ce qu'il dit, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de médecins, c'est des gens d'argent. Lui, Céline, il se dit, je ne vais pas leur demander du fric parce qu'ils n'en ont pas, donc il est dans une ambiguïté comme ça. Bon, nous, on le voit aux urgences, on ne coûte pas très cher. On ne fait pas de privé, on ne demande pas d'argent, on soigne, point barre. Il y en a plein qui vont voir des grands professeurs, il y en a qui se font payer en liquide, des sommes assez côtelettes, et là, ils sont crédibles. Dans son bouquin, ils vont voir des gens qu'on paye grassement, qui ont une apparence, donc du coup, c'est sérieux. C'est comme ça qu'a tombé Mimi dans le grand panier. Tu vas voir ce joli coupile que je vais tourner dans l'araignée. Enfin, de bafouillage en exaltation, nous parvîmes auprès du lit de la jeune fille prostrée, la malade à la dérive. Je voulus l'examiner, mais elle perdait tellement de sang, c'était une telle bouillie qu'on ne pouvait rien voir de son vagin. Des caillots, ça faisait glou-glou entre ses jambes. Je remis le gros coton et remontai sa couverture simplement. C'est bien ça. La scène de l'avortement, c'est une scène qu'on voyait encore il y a quelques années. Les faiseuses d'anges, ça s'appelait. C'était une véritable boucherie. Moi, j'ai pas connu cette époque parce que je suis un tout jeune docteur, mais quand on regarde dans la littérature, ça faisait plus de morts que de bien. À l'époque, c'était un crime quasiment. Il y avait des femmes qui finissaient en prison pour ça. C'est une scène absolument épouvantable parce que vous avez l'hémorragie, il décrit exactement comme si on y était. Et en fait, la suite est épouvantable parce qu'elle meurt. Chacun possède ses raisons pour s'évader de sa misère intime et chacun de nous, pour y parvenir, emprunte aux circonstances quelque ingénieux chemin. Heureux ceux auxquels le bordel suffit. Alors c'est marrant parce que c'est une belle conclusion parce que heureux ceux auxquels le bordel suffit, ça pourrait être vraiment l'un des principes des services d'urgence.
En fait, merci parce que il y avait longtemps que je n'avais pas lu Le Voyage au bout de la nuit, mais ça m'a fait du bien de relire ce truc-là. Dans notre séquence ping-pong, je reçois ce soir Bernard Werber pour Le Souffle des Dieux, paru chez Albin Michel. Depuis le succès considérable des Fourmis en 1991, Bernard Werber est un des auteurs français les plus lus dans le monde. C'est même une sorte de dieu vivant en Corée. Eh bien, ce soir, nous allons offrir l'occasion à Bernard Werber de répondre à une critique, celle d'Hubert Artus de l'Écho des Savanes. Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Alors, avant de nous laisser en tête-à-tête avec Hubert Artus, vous connaissez le principe de notre séquence. Vous pouvez intervenir et interrompre à tout moment la chronique. Parlons de ce souffle des dieux. Alors, c'est le deuxième volet d'un triptyque commencé en 2004 avec Nous les dieux. Un peu une méthode comment devenir Dieu, une méthode accélérée, comment devenir Dieu. Et là, votre héros, Michael Pinson, est passé en deuxième année, après avoir eu à gérer des animaux, il a des hommes à gérer, et sa formation va être assurée par les 12 dieux du panthéon grec. Voilà, et on va s'apercevoir que ces dieux du panthéon ont quelques travers humains, et c'est là que ça va un petit peu se corser. Vous êtes d'accord avec cette présentation à peu près? Oui, oui. Bon, alors on peut peut-être voir ce que Hubert Artus... On l'écoute, oui. J'appuie sur un bouton ici, Voilà, je on présume. vous a tout dit. Le problème avec Werber, c'est qu'on est dans une littérature qui est pétrie de bonnes idées, de bons angles, de bonnes intentions, etc. Mais comme vous le savez, c'est pas uniquement avec des bonnes idées qu'on fait de la bonne littérature. Oui, alors Bah déjà, je trouve qu'avoir des bonnes idées, c'est pas mal. Moi, je trouve que la littérature manque d'idées, justement. Et c'est vrai que je me donne beaucoup de mal pour essayer de trouver des idées nouvelles. Le plus beau compliment qu'on puisse faire à un auteur, je crois, c'est que vous faites quelque chose de nouveau avec des idées nouvelles. Werber, on sent qu'il sait écrire, on sent qu'il a envie d'écrire, mais le problème, est-ce que c'est par humilité ou par sagesse? On sent qu'il n'ose pas. On sent qu'il se met pas à fond dedans. Alors du coup, il met en scène, mais il écrit pas. Du coup, ça manque un peu d'épaisseur. Alors, il met en scène, mais il n'écrit pas. Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que pour moi, quand j'écris, j'ai un écran dans ma tête, c'est du cinéma. Et ce que j'écris, c'est la description du film. Tous les matins, de 8h à midi et demi, j'allume mon cinéma intérieur, je vois là-dedans un truc en scope, c'est bourré d'aventures, bourré d'action, et je ne suis pas là en train d'essayer de faire une jolie phrase avec un mot compliqué pour essayer d'avoir un prix littéraire. Je suis là en train d'être dans le souffle de l'histoire, et franchement, je vous dirais, le fait de faire joli, c'est vraiment tellement secondaire. Ce qui m'importe, c'est que, en fait, c'est d'oublier l'écriture. C'est-à-dire que mon lecteur, il se demande juste qu'est-ce qui va arriver au héros. Qu'ils ne se disent pas « Oh, que c'est bien écrit, cet auteur est vraiment doué ». Non, qu'ils se disent « Putain, le héros, comment il va s'en sortir, là ?» Tenons compte. On entre dans un truc qui est un peu un roman d'action. C'est un roman d'action. Bien trop peuplé, bien trop saturé, et comme souvent tout ce qui est saturé en roman, eh bien ça tue le mystère, il n'y a plus de mystère littéraire, c'est trop clair, c'est trop limpide. Et on atterrit sur un défaut chez Bernard Werber, qui reprend ici les défauts chez une grande partie du thriller à l'anglo-saxonne trop facile. Eh bien le scénario est trop facile, c'est le cas de le dire, et du coup il caresse... Alors, scénario trop facile, je me mets quand même au défi de savoir comment on va terminer mon livre. Je conçois mes livres un peu comme des tours de magie. C'est-à-dire je commence par la chute, et après tout est fait pour qu'on ne trouve pas la chute. Pour moi, c'est la première politesse envers le lecteur, c'est lui donner envie de tourner les pages et lui interdire de comprendre la fin avant que je la lui livre. Donc il y a un petit jeu entre le lecteur et l'auteur qui est « Est-ce que tu arriveras à comprendre quel est le sens caché de tout ce que j'écris ?» Du coup, il caresse le lecteur un peu trop dans le sens du poil. Alors ça, j'assume. La caresse. Je caresse. J'écris pour faire plaisir à mes lecteurs. J'écris pas pour faire plaisir à ma maman. J'écris pas pour impressionner la critique littéraire. J'écris pour que mes lecteurs aient du plaisir. Pourquoi est-ce que Werber met tant de personnages? Pourquoi est-ce qu'il met tant d'éléments? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il fait une saga? Des sagas... Donc j'assume saga aussi. Il a raison sur tout, ce garçon. Ça a déjà été fait. Pourquoi est-ce que lui, justement parce que ça a été fait, ne veut pas faire un tome unique? S'il faisait... Je ne fais pas un tome unique parce que j'ai fait un monde que je n'arrive pas à épuiser un seul livre. Donc il va y avoir Nous les dieux, le souffle des dieux, le mystère des dieux, parce que l'univers a tellement de personnages et tellement de situations que je ne peux pas le régler
en 500 pages. S'il faisait un tome unique, il resserrerait et son scénario, et son écriture, et son propos philosophique. Et mine de rien, je pense vraiment qu'il y gagnerait. Et comme ça a déjà été fait en cycle, pourquoi ne pas le faire en volume unique? C'est un coup de chapeau, ça. C'est pas facile. Et Werber, lui, il crée un monde, il nous promène plus ou moins dans le futur, c'est un peu fantasy, mais il nous crée un monde sans anti-monde. Il nous crée un livre sans anti-livre. On l'avait déjà vu dans ses tomes précédents et dans les livres précédents de Bernard Werber. Il nous crée des personnages qui sont en quête de quelque chose, il nous parle de quête, il nous parle de paradis et il nous parle de mythologie. Mais entre les personnages et les quêtes des personnages, il n'y a pas de diable. Il y a du coup, là aussi. Le diable apparaît dans le 3e volume. Bah, vous voyez, Sylvain. Mais Il sent bien les choses, ce garçon. en fait, le diable, pour un dieu, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'à un moment, tous mes dieux gentils, tous ceux qui ont voulu être des dieux moraux, avec des peuples sympathiques qui font que de la science et de l'art, se sont retrouvés avec des peuples exsangues. Et tous ceux qui ont choisi de faire des peuples guerriers se retrouvent gagnants. Ce qui peut sembler immoral. Ce qui peut sembler... C'est ça le diable. C'est-à-dire que pour que les dieux fassent survivre leur civilisation, ils se retrouvent à être obligés d'être durs. Là aussi, en littérature, il n'y a pas de mystère. Et pourtant, le Bernard Werber, c'est quelqu'un qui a une imagination foisonnante. C'est pas facile de mettre en scène des dieux, de donner chair à des dieux. En plus, on sait que les dieux grecs, ils n'étaient pas des plus moraux, ils couchaient entre eux, ça copulait à tout va, ils avaient des comportements traîtres et très ambigus. Et donc, Bernard Werber, ici, il s'en donne à cœur joie. Par exemple, Zeus, que va voir notre personnage à un moment, il est bi. Aphrodite, qu'on voit aussi à un moment, elle est complètement tapée, c'est une call girl complètement d'info. Ici, les dieux, ils sont comme tout le monde, ils ont des problèmes de voisinage. En pleine guerre, par exemple, à un moment du livre, on voit des dieux qui, entre eux, parlent de hip-hop et de techno. Bernard Werber, c'est des bons romans d'action. Alors, je suis d'accord avec lui. Ah bah oui. Non, mais il a l'air d'aimer, quoi. Non, mais j'explique. Pourquoi j'ai choisi la mythologie grecque? Tout simplement parce que je vais dire, il n'y a pas actuellement de fanatiques religieux grecs, donc on peut parler normalement de la mythologie grecque. Et en effet, ce sont des dieux humains. Parce qu'il y a des phrases courtes, donc c'est ce qui correspond parfaitement à l'action, c'est très visuel. En 500 pages, c'est un peu long, mais ça, au moins, ça tient le coup. Le problème de Werber, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il sait comment faire pour donner de l'épaisseur à son écriture, qu'il sait comment s'y prendre, mais encore une fois, il n'ose pas y aller. Or, il est assez reconnu du public, et il a assez de livres derrière lui pour pouvoir oser le faire. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'ose pas encore le faire? Parce que c'est pile poil pour ça que pour le moment, Werber, c'est un peu trop littérairement correct, et c'est ce qui fait la limite de Bernard Werber. Alors, je dois dire juste une chose, c'est que juste après avoir terminé le souffle des dieux, je ne vais pas faire le mystère des dieux parce que j'en ai un peu marre, c'est un monde énorme. Les dieux, ça sature. Oui, et là je fais un livre qui pour l'instant s'appelle La petite fille aux yeux miroirs et qui est un livre où il y a une petite fille qui vit chez les clochards. Et donc c'est peut-être exactement le livre que lui est en train de demander, mais j'ai déjà pratiquement terminé. C'est l'histoire d'une petite fille qui essaie d'avertir le monde de sa déchéance, mais il n'y a que les clochards pour l'écouter. Et les clochards s'en foutent de la déchéance du monde. Je ne sais pas s'il en reste encore. Non, je crois qu'il a terminé. C'est fini? Oui. Ah ben, alors, je trouve ce critique très intéressant. Et ce qu'il m'a dit, bon, je savais déjà, je n'ai pas découvert grand-chose, mais ce qu'il m'a dit montre déjà qu'il m'a lu. Oui. Et ça me fait quand même plaisir d'être lu et critiqué. On l'oublie souvent, mais en fait, on écrit pour être lu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis, bon, comme vous l'avez dit, à ce critique, c'était au moins quelqu'un qui vous avait lu, qui en a parlé et qui nous a donné l'occasion de découvrir, non pas vos livres qu'on connaît bien, mais Bernard Werber parlant de ses livres. Et ça me fait très plaisir, Bernard. Merci, Daniel. Bonsoir. Didier Van Cauwelaert nous parle de Marcel Aimé. Didier Van Cauwelaert n'a jamais voulu qu'une chose, être écrivain. Est-ce que c'est de l'orgueil ou bien est-il tout simplement un rêveur? En 1994, il obtiendra la consécration avec le prix Goncourt pour Un aller simple. Aujourd'hui, Didier Van Cauwelaert nous propose Cloner le Christ. À partir d'une idée simple, si le sang qui est sur le suaire de Turin ou sur la tunique d'Argenteuil est bien celui du Christ, cela veut donc dire qu'on peut récupérer l'ADN et donc cloner le Christ. On voit ici que Didier Van Cauwelaert
flirte avec les rapports ambigus de la science et du paranormal. Est-ce que c'est ça qui l'a décidé à nous parler de Marcel Aimé, qui lui-même a investi ce domaine-là dans la jument verte ou bien dans le passe-muraille? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Marcel Aimé, c'est avant tout un observateur de ce qui se passe dans la réalité, de ce qui se passe dans ses rêves, de ce qui se passe dans le choc entre ses rêves et la réalité. Ses rêves impatients, ses rêves déçus et la réalité telle qu'elle est. Et pour que la réalité, pour lui faire rendre gorge, pour qu'enfin le monde devienne plus respirable, il faut qu'un écrivain se jette à corps perdu dans cette réalité et la transforme. C'est ce qu'il va faire toute sa vie. Je ne peux pas dire que c'est à cause ou grâce à Marcel Aimé que j'ai écrit. J'écrivais déjà lorsque je l'ai découvert. Et tout à coup, je me suis dit, ce que je rêve de faire, il l'a réussi, donc c'est possible. Le passe-muraille, voilà, 1972, l'édition, c'est là que je rencontre Marcel Aimé. La première phrase, elle explique toute la méthode Marcel Aimé, c'est-à-dire rendre naturel quelque chose d'impossible et faire travailler un postulat fantastique jusqu'au moment où il devient une nouvelle réalité, et surtout au moment où la réalité reprend le pas sur l'impossible, sur le paranormal. Et la nouvelle commence ainsi. Il y avait à Montmartre, au 3e étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un excellent homme nommé Dutilleul qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. Est-ce un hasard si j'ai mis en exergue de cette enquête que je publie aujourd'hui, qui n'est pas un roman, c'est pire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, si en effet le sang qui se trouve sur ces reliques attribuées à Jésus est bien celui de Jésus, des gens sont en train d'essayer de le cloner. Et l'Église a été la première à essayer de discréditer ces 3 reliques. On sait aujourd'hui qu'elles sont authentiques, ou du moins qu'on les a rendues telles, car il y a le même ADN sur ces reliques, c'était le même homme. Le carbone 14 a daté ces reliques du XIVe siècle, du 6e et du 5e. Donc, est-ce un miracle? Est-ce l'ubiquité spatio-temporelle de celui qu'on peut appeler Jésus? Ou est-ce un complot planétaire pour nous faire croire quoi? Que Jésus a existé, qu'il a été crucifié et qu'il s'est dématérialisé dans un drap de lin en y laissant son image. Le problème, c'est que l'Église n'a pas arrêté de mettre en doute ces reliques, et ce n'est pas un hasard si j'ai mis une phrase de Marcel Aimé en exergue de cette enquête. Il disait « L'Église est sur terre pour protéger l'homme de la parole divine ». Et le hasard a fait, quand j'ai préparé cette émission, du moins quand j'ai décidé de parler de Marcel Aimé, ce qui était un grand plaisir, j'ai recherché une photo que j'ai retrouvée assez miraculeusement dans le bazar qui m'entoure. C'est une photo qui a été prise dans le bureau de Marcel Aimé. Je ne l'ai pas connu, il est mort, j'avais 7 ans, il aurait pu m'attendre, mais bon. Mais j'ai bien connu sa veuve. C'est à cause de Marcel Aimé que je suis allé vivre à Montmartre, à côté de chez lui, en fait. Et un jour, elle m'a emmené dans l'appartement et dans le bureau de Marcel Aimé, qui restait complètement à l'identique. Et il écrivait... Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Il écrivait en face de 2 fauteuils vides, comme un médecin qui reçoit qui attend une consultation de fantôme, si vous voulez. Et je voudrais dire un dernier mot sur l'homme Marcel Aimé. C'est un écrivain magnifique qui a passé son temps à faire voler en éclats les tabous de la morale sexuelle, du conformisme, de la gauche, de la droite, de l'anticléricalisme, du calotinisme. Et dans la vie, ça a été un homme d'un courage incroyable, dont la discrétion a fait que ça n'a pas traversé forcément la chronique. Il a été l'un des seuls sous l'occupation à écrire des articles contre la persécution des Juifs, contre la création du commissariat à la question juive, d'une telle violence qu'on ne savait pas comment le censurer. Cet homme qui avait la réputation d'être plutôt de droite, on ne comprenait pas, et les articles paraissaient, et c'était tellement énorme que ça passait. Mais à la Libération, les gens qui avaient écrit dans la presse ont eu des soucis, parce que c'était les journaux autorisés, donc les journaux quand même de collaboration. Et en fait, on lui a fait ce reproche extraordinaire, parce que prendre la défense des Juifs, c'était bien, mais encore fallait-il que ce soit dans des journaux qui ne paraissaient pas. Voilà quel était l'homme Marcel Aimé, l'homme qui a écrit ces choses magnifiques. Et j'ai une pensée pour la personne qui a pris cette photo, ce petit Polaroid. C'était la fille de Marcel Aimé, Françoise Arnaud, qui est morte cette année. Marie-Antoinette, sa veuve, est morte il y a déjà longtemps. Mais tous les enfants, les autres enfants de Marcel Aimé qui sont ses lecteurs, eux ne l'oublieront jamais, continueront à le chercher et à le garder dans ses livres. Ah, merci Didier Van Covelaert. Il y a dans beaucoup de liberté sexuelle, effectivement, et de sensualité.
Bret Easton Ellis est l'auteur adulé ou détesté d'American Psycho qui en 1991 l'a rendu riche, beau et célèbre, a fait de lui pour toute une Amérique une icône rebelle, très sexe, drogue et rock'n'roll. Il est de passage à Paris pour nous parler de son dernier roman, Lunar Park, paru chez Robert Laffont. Lunar Park est un roman qui commence sur le mode autobiographique, un brin complaisant et englué dans le bonheur, mais qui va bientôt virer au pire des cauchemars. On peut retrouver cette veine dans American Psycho 1 et 2 qui paraît aujourd'hui en DVD. En attendant, dans le journal intime qu'il nous propose, on peut se demander mais pourquoi Bret Easton Ellis a-t-il les yeux rouges ? Yeah, my eyes are very red. I think that I need some Visine. I think I need some eye drops. But what do I see? I don't know. I see, yeah. Different from the classical interview. It's not working. No? It's not working, no. Well, why not? What's wrong with the classical interview? The classical interview is good. I prefer the classical interview. Really? Yeah. So let's finish my classical. All right. No problem. I mean, this is really not a classical interview. The only time I wrote with drugs was when I wrote Less Than Zero, the first draft of that, and I was writing it as an 18-year-old on a lot of speed, and I wrote a 4,000-page novel. A 4,000-page novel in 8 weeks. It was horrible. It was a terrible novel. It took me 2 years to write, or to rewrite it and to make it halfway decent. Drugs, cocaine never interested me as anything other than a social drug, as something that a lot of my friends did. Weekends, you know, party, it was around. I mean, it was not something that I centered my life around. Like caffeine, I guess. I don't know. Like, you drink coffee? Oh, nothing much. I don't think it's such a big deal. I mean, if it's really good cocaine, it doesn't like freak you out. I don't know. I'm not going to sit here and describe what taking drugs feels like. I mean, I don't take drugs anymore, and I'm not a real big purveyor of, you know, pushing drugs or like, you know, I don't want to be on television telling people how good drugs feel. I mean, we want to talk about heroin? Heroin feels really good. Heroin feels a lot better than cocaine. I can start talking about heroin and, you know, tell people out there, oh, God, it's the greatest feeling in the world. Go ahead, do it. But you shouldn't. I mean, it's an incredibly addictive, destructive drug. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. And I think life can be very lonely at times, and I think we are all alone, ultimately, no matter who we're with. First of all, being a writer doubles it because you're already alienated from actual experience in a way because you're always looking at everything from material. So you're kind of alienated from the tactile nature of a conversation or of a party. And then double that with being, you know, a celebrity, someone very well known, and then you're doubly isolated, and so, you know, it goes on and on and on. But, you know, you can also, I think talking about it and confronting it minimizes it somehow. I mean, you kind of break through it. I mean, there are plenty of people who never admit that at all, who never admit that celebrity, to a certain degree, is a very lonely thing to experience, and that it does alienate you from friends and from people, you know, you care about. There's always going to be this gap, this sort of bridge that other people really can't cross. That I would want in this video diary? Why do you think we should suffer in silence? Or Robbie Williams. Robbie Williams, yeah. Here's a picture of Robbie Williams. I've been reading this Robbie Williams biography. That's
the best book I've ever read on celebrity by this writer, Chris Heath, who's profiled me a couple of times. It's all about being on tour and being like isolated and lonely. And I never thought I'd be relating to Robbie Williams of all people, but I am. I mean, he's of course much more famous than I am. Though not in the States, he's not. I'm much more famous in the United States than Robbie Williams. I can't believe I said that, but it's true. I mean, I don't, so yeah, Robbie Williams. It's a good concept. I'm just the wrong guy for it. I'm just not good at stuff like this. So it's waiting for me. Actually, okay, let me just get my key. All right, thank you guys. The boys have done a bit of bird. Hello, sir. They don't kill their own, and they all love their mother. But you're out of your depth, son. Have a word. Chorus. Nano Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Alors, essayons de vous situer d'abord. Vous êtes né en 51 à Montmartre. Vous êtes un titi de Paris, fils d'ouvrier, aîné d'une famille de 6 enfants. Je suis pas né à Montmartre, en fait, je suis né à Juvisy. J'ai passé toute mon enfance à la porte de Montreuil, donc j'ai fait partie des gangs de jeunes On appelait les délinquants. blousons noirs dans les années 60-70, c'est ça? Ouais, les blousons noirs, j'étais pas un blouson noir, moi j'étais un délinquant déjà assez sérieux, c'est-à-dire que j'étais plutôt dissimulé. Oui. Je me baladais pas sur la place publique avec un blouson. J'avais une petite veste tout à fait ordinaire avec un calibre à l'intérieur, voilà. Donc oui, après ça s'était mal terminé, puis j'ai changé de vie et maintenant je suis écrivain et cinéaste. Voilà, alors on voit que vous avez un film à l'affiche actuellement, alors où est-ce qu'on peut vous voir? Bah, écoutez, me voir moi, ça va être difficile, mais mon film, il est au studio Galante tous les jeudis. Donc ça s'appelle Enquête à domicile. C'est un polar, donc encore une fois, hein, bien sûr. Donc c'est en noir et blanc. Je l'ai tourné en 10 jours avec 15 000 € et j'ai mis 10 ans de post-prod. Hein. J'ai vachement galéré, mais bon, on a la copie zéro. Elle est au studio Galante tous les jeudis, donc vous pouvez aller le voir. Mais alors, ce soir, nous sommes ensemble pour ce Bleu de chauffe. Alors d'abord le titre, qu'est-ce que c'est que ce Le bleu de chauffe, c'est l'habit de travail des chauffeurs à l'origine. Des chauffeurs, donc les types qui chauffaient les locomotives. Alors maintenant, les chauffeurs, on devrait plutôt les appeler les chauffés parce qu'ils ont la clim. Mais bon, au départ, c'est parce qu'ils avaient très chaud, ils chargeaient les machines avec du charbon, quoi. Donc c'est les bleus des chauffeurs de locomotives, voilà, qu'on a utilisé dans les chaufferies par la suite. Alors l'histoire de ce bleu de chauffe, on peut dire que c'est l'histoire donc de Mammouth qui veut faire la peau à son patron, Dolto, qui est une sorte de ripou des travaux publics, hein, comme on en trouve quelques-uns. On peut en trouver. Voilà. Donc ça c'est le fil directeur et il va se passer beaucoup de choses dans ce livre parce que ce Mammouth a quand même un passé qui ressemble un peu au foot. Il a fait des bêtises, hein. Il a fait son petit tiercé chaque dimanche au PMU mais avec un 11-45 au lieu de faire 11-43, je reprends. Voilà, avec sa pince à tiercer, voilà. Et ça ressemble un petit peu. Est-ce que Mammouth c'est vous dans ce livre? Quelque part c'est un double, mais j'ai anamorphosé. Vous savez, les romanciers ils s'inspirent parfois du réel, parfois pas. Ce sont des histoires vraies. Toutes les histoires du bâtiment sont vraies. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé régulièrement dans le bâtiment. C'est-à-dire bon, je fais des films aussi, donc c'est très difficile. C'est des métiers qui sont pénibles aussi, hein, le cinéma et la littérature. Enfin, pas la littérature, je dirais plutôt que je suis romancier, moi je raconte des histoires. Donc j'ai été obligé régulièrement de retourner travailler dans le bâtiment. Et puis j'ai recueilli comme ça un nombre vraiment assez sérieux d'histoires que j'ai vécues, que j'ai connues, qu'on m'a racontées. Ce qui n'est pas évident pour un roman, je veux dire, hein, c'est d'arriver à prendre des anecdotes, telles que toutes ces anecdotes, et de les insérer à l'intérieur d'une trame de suspense, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire une sorte de système d'ondulation des anecdotes avec la trappe de suspense, hein, qui est légère, qu'on ne sent pas, il ne faut pas qu'on la sente. Bien sûr. Hein, alors, donc mais qu'elle tienne le lecteur quand même en haleine jusqu'au bout. Je pense que le monde du travail à ces niveaux-là, où on pousse les gens vraiment dans des formes de dépression, les gens peuvent vraiment péter les plombs et se retrouver avec un grave problème névrotique, quoi. Et donc j'ai voulu que pousser mon personnage dans son retranchement.
avec aussi la réalité qui intervient, qui est sordide, et notamment le bébé mort dans le puits, on va pas en dire plus, qui est la goutte qui fait déborder le vase, si on peut dire. Hein. Mais vous parlez effectivement de débordement névrotique, mais on a l'impression quand même que cet homme est marqué par son passage en prison. Oui, j'ai voulu aussi ça. J'ai voulu signifier que certains systèmes d'incarcération peuvent rendre fous. Ils peuvent pousser des gens à devenir des fauves ou des fous. Et on a pu constater que certains systèmes d'isolation sensorielle, notamment sur les jeunes détenus, il ne restait que 2 solutions, soit le suicide, soit la folie. Et comme j'ai connu ça personnellement, j'ai pas à m'en cacher, je pense que c'était bien que je l'évoque. Alors moi j'ai de la chance parce que j'ai un caractère vraiment en béton armé, en acier et tout, et je m'en suis très très bien sorti. Et je sais pas, un peu grâce à beaucoup de choses, grâce à un éducateur normalement, que je vais pas évoquer ici, c'est pas le lieu, mais vraiment un éducateur a fait un travail avec moi qui a été extraordinaire pendant plusieurs années, et je m'en suis sorti bien et très bien, mais d'autres n'ont pas eu cette chance, cette rencontre, et d'après moi, soit se sont suicidés ou peuvent devenir des psychopathes vraiment sévères, mais à cause des conditions d'incarcération et d'isolation sensorielle notamment. Ce livre qu'on a aujourd'hui est quand même le produit d'un conte de fées. Vous l'envoyez chez Gallimard et chez Stock, c'est-à-dire chez Jean-Marc Robert, et vous recevez une réponse immédiate. Eh ben, écoutez, c'est simple, je l'envoie le 6 juin, donc je finis, je termine, et je reçois une lettre, un télégramme, enfin non, bon, moi j'ai des problèmes, je suis dans la campagne, tout ça, j'ai fait couper le téléphone, alors je reçois une lettre de France Télécom, je dis mais qu'est-ce que c'est, putain, France Télécom, j'en ai marre, ils m'harcèlent et tout, le facteur me dit non, on fait pas l'autruche, Lila, tout ça, on sait jamais, alors j'ouvre la lettre et je vois, je viens de commencer la lecture de votre manuscrit, je dis non mais quel est le blaireau qui a donné mon manuscrit à France Télécom, et puis non, en fait c'était un télégramme de Jean-Marc Robert. Il n'avait même pas terminé encore. Je viens de commencer la lecture, quoi, le 8, donc 2 jours après, un coup de fou, quoi. Alors au départ j'ai pas cru, j'ai dit non, c'est un blaireau de France Télécom qui me fait une farce. Il y a quelqu'un qui a remis mon manuscrit, ils se sont gourés, la poste et tout, quoi. Puis pas du tout, c'était Jean-Marc Robert. Il était enthousiaste sur le manuscrit. Voilà. Je voudrais revenir à quelque chose, parce que là, on est devant une citation de Marcel Aimé, salaud de pauvre que tout le monde connaît, qui est dans La Traversée de Paris, c'est Gabin. Et dans votre livre, vous l'utilisez parce que vous montrez quelque chose d'important, qui fait que ce n'est pas simplement un roman policier, c'est un roman noir, que les conditions de travail dans lesquelles on met les ouvriers fait qu'ils se battent entre eux, et que vous n'idéalisez pas du tout la classe ouvrière. C'est-à-dire que moi j'ai connu le bâtiment très jeune, j'ai commencé à 14 ans dans le bâtiment avec mon grand frère qui est mort maintenant, paix à son âme. Et donc à l'époque on pouvait laisser nos outils tranquilles, sans problème, vraiment, on pouvait laisser les chalumeaux, les pinces, tout ça, on pouvait aller boire un coup, on pouvait aller manger, on laissait les outils comme ça, on revenait, tout était là. Maintenant vous pouvez plus laisser un escabeau, il faut l'enchaîner avant d'aller boire un verre ou d'aller pisser. Moi j'ai laissé 2 clés à molette, il y a 1 an là, 5 minutes j'ai été pissé, je suis revenu, ils étaient barrés, quoi. Donc c'est dégueulasse parce que les mecs, ils envoient, les tauliers envoient les types, on dit tu te démerdes sur place, on prend ta chalumeau, on prend une échelle. Bah, les types ils dérobent, voilà. Donc c'est lamentable. Non mais c'est montrer comment, et ben là, on a parlé de votre critique de la mondialisation des conditions de travail actuelles, comment on peut faire avec ce qui se passe actuellement sur le marché du travail, avec la pression du chômage, comment on peut faire d'ouvriers des salauds de pauvres au sens de Marcel Aimé, c'est-à-dire d'ouvriers qui vont avoir comme premier ennemi des gens de leurs conditions. Ce livre, dont on aurait pu considérer que peut-être il pouvait avoir une fin heureuse, il y a une espèce d'échappée vers la folie. Moi, je dirais que plutôt mon personnage reste sur un pont entre le cerveau reptilien et le néocortex, c'est-à-dire qu'il reste dans le brouillard. Et il faut... Je ne vais pas donner toutes les clés du bouquin, mais il y a un livre secret dans mon livre, c'est-à-dire qu'un roman peut en cacher un autre. C'est-à-dire qu'il faudrait se demander si mon personnage est vraiment vivant dès le départ, et d'où il parle. Et je crois que vous avez conquis les mots. Vous êtes maintenant, et vous présentez, vous êtes un écrivain. Ah oui, il y a 30 ans de travail. Moi, j'écris tous les jours depuis 30 ans. Donc, il ne faut pas croire que c'est pondu par hasard. Il y a vraiment un immense travail derrière. Moi, je dis une chose, un romancier, c'est 100% de transpiration et 1% d'inspiration, surtout dans le polar. Parce qu'il faut le petit pourcent en plus qui fait que le lecteur court après vous tout le temps. En tout cas, Nana Rousseau, je voudrais, au terme de cet entretien, vous faire un petit cadeau. Je pense que, voilà, vous connaissez Manchette. C'est extraordinaire, c'est très gentil, je vous remercie. Je l'ai vu souvent et puis j'ai jamais osé me l'acheter. Écoutez, parce que c'est très sympa. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir pu vous rencontrer. Je pense qu'on a découvert un homme, qu'on a découvert un écrivain. Et en tout cas, nous, on est d'accord pour vous réinviter dès votre prochain roman. Pour le prochain, d'accord, ok, je serais enchanté de revenir. Merci beaucoup. Bonsoir.
Bon David, quand je te vois comme ça t'affairer, là ça veut dire que c'est fini pour ce soir. Là pour ce soir, elle est terminée. Bon, tu sais que c'était la dernière émission de l'année. Ouais. Hein, et quand j'ai commencé cette émission, je t'ai promis un trio amoureux. C'est vrai. Je t'ai parlé de Léonora, Delphine et Robert. C'était un peu mystérieux. En fait, c'est 3 livres. Léonora, c'est Léonora Miano. Pour ce roman, L'intérieur de la nuit, un roman, tu vois, très sombre, très dur, qui se passe en Afrique, un peu sur tous les maux qui frappent l'Afrique actuellement. Et Delphine, c'est Delphine de Vigan. Un soir de décembre, là, on est dans une atmosphère plus intimiste, le rapport d'un homme entre sa passion et son devoir. Un livre que je trouve extrêmement élégant de facture, comme son auteur. J'espère que c'est un auteur qu'on recevra dans une prochaine saison. Et Robert, vas-tu me dire? Ben, il est là, voilà, Robert. Le dictionnaire culturel en langue française sous la direction de Alain Ray aux éditions Le Robert. Alors ça, tout de suite sur la table de chevet, à parcourir comme ça au gré des fêtes. Ce sera un beau cadeau pour les fêtes, j'espère. Ouais, j'avoue, oui. Hein, et j'espère que tous ceux qui nous regardent vont passer eux aussi de bonnes fêtes. En tout cas pour ce soir, c'est terminé. Merci bien. Écoute donc, voilà. Et puis, passe de bonnes fêtes. Hein. J'aime passer de bonnes fêtes. Ah ben le monsieur il est passé.